Moi, je suis en pull moche, pardon. Non, mais t'as un peu un truc de gangsta. Ouais, j'ai fait exprès. La street, quoi. Dites-moi. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, que vous écoutez sur une plateforme d'écoute ou que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Perret. Thomas Perret est le fondateur de Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, c'est quoi? C'est une fintech française qui change la donne pour les particuliers qui veulent investir. Avec un diplôme en ingénierie financière, un terme un peu pompeux, il a décidé de rendre ce domaine, souvent vu comme réservé à une élite, accessible à tous grâce à une plateforme simple et éducative. Visionnaire et engagé, Thomas Perret veut démocratiser la finance, même pour ceux qui n'ont que des petites sommes à investir. Il croit fermement que l'investissement doit être responsable en alliant performance et impact positif. Thomas représente donc une nouvelle génération d'entrepreneurs qui mêlent pédagogie, innovation et ambition. Et je promets que cette description n'a pas été écrite par ChatGPT et je trouve ça même un peu pompeux, mais franchement, je la kiffe. Thomas, bonjour. Merci Pénélope. Visionnaire. Ouais. Visionnaire quand même. Haute, hein. Quand même. Ouais. De se dire que n'importe qui peut investir, c'est... Ouais, mais quand tu regardes le marché, tu peux te dire c'est simple. En fait, tu as les gros qui sont bien traités et les petits qui sont délaissés. Donc, tu n'as pas besoin non plus des visionnaires pour dire tous les particuliers français qui laissent leur argent sur un livret sont mis de côté et on va les adresser. Tout à fait. Mais est-ce que la vision, c'est pas aussi quelque part le fait de voir qu'il y a ça et de le mettre en œuvre? Si... J'aime bien cette définition de la vision qui sort du pur abstrait. Voilà. De dire, ok, donc le visionnaire, c'est celui qui voit et qui exécute. Exactement. Ça, Parce que j'aime celui qui voit, c'est facile. Ouais. Celui qui exécute tout court un truc un peu sans... Bon, voilà. Mais toi, tu vois et tu fais. On commence toujours par un tu préfères dans On tisse la toile. Est-ce que tu préfères investir toute ta fortune dans une seule start-up hyper prometteuse, mais risquée, hein, enfin, comme tout principe, quoi, ou dans un portefeuille diversifié qui garantit un rendement moyen, mais assuré? Je réfléchis un peu parce que forcément, vu comme est posée la question, tu m'emmènes vers la diversification, mais je suis aussi entrepreneur. Tu vois, moi, je suis un peu joueur. Donc, en gros, pour mes clients, je préfère qu'ils diversifient, mais pour moi, à titre personnel, Thomas Perret, l'entrepreneur, j'irais un peu pour One Life, tu vois. Alors, attends. Tu recommandes à tes clients de te diversifier, mais pas à toi? Non, mais je recommande à mes clients de diversifier parce que, en fait, quand tu passes du statut d'épargnant sur un livret A au statut d'investisseur, il peut t'arriver plein de choses. Et un très bon moyen de te dérisquer et de limiter toutes ces choses qui peuvent arriver, notamment choses négatives, c'est de diversifier. Moi, après, tu as dit toute ta fortune, donc effectivement, je n'investirai pas tout, mais je me dis qu'à partir du moment... En fait... La fortune, ça sert à quoi? Ça sert. J'ai écouté d'autres podcasts où tu parlais de à quoi qu'est-ce que c'est être riche. Moi, du coup, en écoutant ce podcast, je me suis dit, ce serait quoi ma réponse? Et j'étais tout à fait d'accord avec vous, qui était de dire, c'est avoir cette liberté de ne plus être pris par la peur financière, la peur quotidienne. Et moi, je pense que ma richesse du moment, elle est par l'expérience que j'ai eue chez Mon Petit Placement. C'est pas du bullshit. Hein. Je le pense vraiment. Non, c'est juste que ces 7 années d'entrepreneuriat m'ont fait rencontrer des gens, m'ont fait avoir des épreuves. Et donc, j'ai confiance dans le fait que avec argent ou sans argent, ça me servira à toujours avoir un job, toujours avoir un boulot et toujours pouvoir nourrir ma famille. Oui. Donc en fait, j'estime que de ce point de vue-là, j'ai coché la case de je ne serai pas à la rue, enfin j'espère qu'on ne sortira pas en disant ce podcast, mais je pourrais vivre et nourrir ma famille. Tu vois. Et du coup, le reste, c'est comment je fais les trucs qui sont game changer. Comment je fais vraiment quelque chose qui peut changer ma vie. Et si je veux vraiment changer de dimension et dire j'ai 100 millions, j'ai n'importe quoi, et donc je monte une école, je monte quelque chose de beaucoup d'ambitieux, bah là, il faut y aller fort niveau risque. Mais vraiment, tout ce que je dis là, ça ne concerne que moi. Hein, oui, non, mais alors voilà, parce que est-ce que du coup, non, mais c'est intéressant parce que est-ce qu'il y a des gens à qui tu fais un peu du sur-mesure, c'est-à-dire qui disent, moi, mon ambition, c'est vraiment de gagner gros, mais aussi potentiellement de perdre, et donc là, tu leur dis, bah, diversifie pas, vas-y, all-in. Nous, ce qu'on pense, et j'aime bien, c'est un de mes actionnaires qui m'a dit ça au tout début, sur la diversification, c'est qu'il faut faire de la diversification, mais concentrée. Exemple concret. Tu es au final des Jeux Olympiques sur le 100 mètres. Tu as 10 gars. Diversifier, ça serait de mettre 10 sur les 10 gars. Enfin, si tu as 100, tu mets 10 sur les gars. Mais si, sur cette finale 100 mètres, tu as Usain Bolt, tu sais que statistiquement, tu as un peu plus de chances qu'il gagne. Donc moi, j'aurais tendance à dire, mettez 30 sur Usain Bolt, même s'il peut se claquer, donc il faut quand même diversifier. Mais on sait qu'il a plus de chances de gagner. Donc, je pense que la diversification pour la diversification, c'est une bêtise parce que tu pètes un petit peu la performance. Donc, il faut diversifier, mais en étant un peu concentré. Mais comment tu peux
savoir, moi, si je viens voir mon petit placement, j'en sais rien, c'est toi qui vas me conseiller. Ouais. Nous, on va te conseiller. Et nous, on a fait ce travail de diversification concentrée. Je suis en train de créer un terme là, qui n'existe pas du tout. On adore. Mais en gros, nous, chez mon petit placement, on a 2 portefeuilles qui s'appellent Ambitieux et Intrépide, 2 portefeuilles principaux. Et donc, tu vois, on est assez concentré. Attends, Intrépide, c'est plus ardos qu'ambitieux? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es intrépide, t'y vas, quoi. Ah oui, alors on a hésité à l'appeler Touchous. Ouais, d'accord. Si, ambitieux, mais t'es ambitious. Intrépide, okay. T'y vas, tu vois. Ouais. Donc, on est assez concentré dans le sens où on ne propose pas 10 000 produits. En revanche, à l'intérieur de Ambitieux et à l'intérieur d'Intrépide, il y a 4 fonds d'investissement qui, eux, sont très diversifiés. Donc, ils peuvent investir en Chine, aux États-Unis, en Europe, dans la santé, dans la tech, dans des actions, dans des matières premières, dans du monétaire. Tu vois. Donc, on est diversifié par construction, mais concentré en disant tu ne vas pas prendre 1000 produits, tu vas choisir A ou B, tu peux faire un peu A et B. Et voilà un peu comment nous, on prône la diversification. Rien à voir. C'est quoi l'ambition, Thomas Perret? De Thomas Perret? Non. Virgule Thomas Perret. Ah, c'est quoi l'ambition? Ouais. Et pas mon ambition. Oui. L'ambition, je pense que c'est assez personnel. Tu peux avoir une ambition qui est juste de dire j'atteins ce seuil où j'ai plus la peur du quotidien. L'ambition qui est je veux qu'à ma mort, mon nom soit quelque part, en tout cas que ma mémoire soit là. Si je translate vers quelque chose que je maîtrise mieux, qui est mon ambition. Mon ambition, ce que je disais dans un autre podcast un peu tout à l'heure, c'est d'être dans l'action. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est faire. En tout cas, c'est avoir le sentiment ou l'impression de faire bouger les choses, de faire bouger les mœurs, les gens. Et je pense que pour être dans l'action, il faut des petits filets de sécurité. Tu vois, donc, moi, je vois mon ambition comme un peu un jeu de qui veut gagner des millions, qui est que tu montes en haut d'une pyramide avec des paliers parfois où tu sécurises. Ce qui te permet d'être d'autant plus dans l'action. Parce que quand tu sais que tu es déjà au palier des 100 000 ou des 10 000, je ne sais plus quel c'était, c'est plus facile d'être ambitieux parce que tu sais que tu ne retomberas jamais plus bas. Tu vois. Donc en gros, moi, l'ambition, c'est ça. Et ça commence par des trucs un peu plus classiques du quotidien, qui est sécuriser un avenir financier, qui est sécuriser une courbe d'expérience qui me servira, pour après être vraiment dans de l'action plus Elon Musk-esque, tu vois. Ah, carrément. Non, mais tu vois l'idée. Oui. Et justement, t'es un peu... Alors, tu montes une... Enfin, je trouve qu'il y a un peu une antinomie Thomas Perret, entrepreneur, parce que t'es prudent et entrepreneur, qui est quand même pas la définition de prudent, d'entrepreneur. Mais c'est super marrant que tu dises ça, parce que les gens le voient pas du tout. En fait, je suis hyper risque averse. Toi, dans tout ce que je te dis, j'essaye de sécuriser un peu les trucs, alors que... Et en fait, les gens, c'est qui les gens qui le voient pas? Dans mes équipes, ils le savent pas. Non, ils voient pas cette subtilité, tu vois. Ou même mes potes, ils pensent que je suis un mec qui fonce tout droit. Alors non, t'es hyper prudent. Exactement. Et d'ailleurs, moi, l'entrepreneuriat, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler chez New York en banque, et l'entrepreneuriat n'était qu'un moyen de diversifier mon CV et d'avoir une école d'ingénieur, un peu de banque. Et une expérience un peu différente. Et je me disais, ça me fait un filet de sécurité en plus gros parce que c'est assez valorisé en ce moment d'être entrepreneur. Oui, tu t'es jamais dit, je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis tout petit, quoi. Non, maintenant, oui. Mais au début, c'était un peu presque tactique pour comment avoir le CV le plus en ligne quand tu es en 2015-2016. Tu vois. Et comment on explique? Et donc, comment on explique? Je pense que ça vient un petit peu de ma famille, je dirais. Mon père, qui travaille en banque, est vraiment, vraiment très, très averse au risque. Il fait très attention dès qu'il y a un problème financier, alors qu'il n'a pas de problème financier, tu sens que le truc peut s'écrouler. Tu vois. Donc lui, je pense, m'a transmis ça. Il a investi très tôt dans la pierre, par exemple. Il a investi très tôt. Il y a les comptes qui sont un peu remplis, tu vois, les livrets, ce qu'on recommande pas toujours avant d'investir. Justement, pas trop en IMO, parce que l'IMO, c'est pas liquide. Et s'il y a un problème, il ne faut pas qu'on soit bloqué avec de l'IMO, tu vois. Donc lui... Il a connu la guerre? Il n'a pas du tout connu la guerre, mais il travaille en banque et au début, il était patron des risques, tu vois. Et donc, il sait à quel point c'est dangereux. Il peut avoir des trucs qui se passent qui n'étaient pas prévus. Et donc, il faut toujours se baquer. Donc ça, je pense qu'il m'a vraiment mis ça. Et du côté de ma maman, on vient d'une famille d'entrepreneurs. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs dans la soirée lyonnaise. Et donc... j'étais pas très très proche de mes oncles qui sont entrepreneurs, mais tu sais, au dîner de Noël,
tu as cette petite graine au fond de toi où tu as l'exemple, tu as les belles histoires, les oncles qui ont réussi et tout, qui te donnent un petit truc vraiment dans l'inconscient. Et je pense que je suis vraiment à la croisée de ces chemins. Tu vois. Mais à quel point tu prends des risques au quotidien dans l'entrepreneuriat ? T'en prends ou t'en prends pas d'ailleurs ? J'en ai forcément pris, tu vois, parce que je pense que pour vraiment, nous, dans notre industrie qui est... tu vois, c'est des banques, c'est vraiment très traditionnel, c'est très dur de se faire une place. Tu dois en prendre, mais c'est une vraie question. Est-ce que j'ai vraiment pris des risques ? Si, bah, tu peux te dire, tu vois, moi j'ai créé en 2017 mon petit placement, on s'est lancé en 2020. En 3 ans, tu as bossé le produit. Donc ça a été long, enfin, les agréments et tout. Et tous mes potes qui sortaient de la même école avaient un bien meilleur salaire, avaient leur premier achat IMO, tu vois, perdaient moins leurs cheveux que moi à l'époque. Et donc, tu pourrais dire, j'ai pris un risque d'avoir une trajectoire qui, si ça ne marche pas... Oui, bon, tu as pris un risque à pas se faire... Qui est mesuré, ouais. Non, alors attends, je crois que tu as d'abord monté ça avec un associé. Ouais, en fait, non, j'ai monté tout seul et j'ai associé mes 2 premiers salariés. D'accord. Ce qui donne un peu... Attends, pardon, et tes 2 premiers salariés qui sortaient d'où ? Alors, Thibaut, qui est mon CTO actuellement et qui est encore dans la boîte, qui est mon associé du moment, qui avait une agence web. En fait, moi, j'étais plutôt l'expert métier, donc je connaissais bien la finance, mais j'avais besoin d'un dev pour créer le site. Donc au début, c'était une agence, donc il a commencé en tant que prestat. Dommage, il aurait dû commencer avec moi. Et au bout de 2 ans, j'ai réussi à faire rentrer en CDI dans la boîte, en 2019. Et Margot, qui est plus dans l'entreprise aujourd'hui, mais qui était la première salariée qui sortait de l'EM Lyon, un peu en mode couteau suisse. Tu vois, on ne sait pas trop ce qu'on a besoin de quelqu'un qui carbure vite. Elle était débrouillarde, elle se démerde. Exactement. Intelligente. Et donc ça, c'est... Et pourquoi tu les as associés ? Bah, j'ai une peur un peu ancrée en moi. Faire tout seul, quoi. Qui est un peu cette peur de la solitude, tu vois. Bon, j'imagine que je suis pas le seul à l'avoir. Et j'avoue que je joue un peu sur ça. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais parfois je suis solopreneur. Tu vois, quand je veux aller vite, vis-à-vis du board, sur la table de capi, tu vois. Mais sur LinkedIn, ou quand il fallait lever des fonds et qu'il fallait mieux un trio d'associés, ou quand j'ai des moments difficiles, quand il a fallu faire le plan de licenciement, comme ça, là, je suis bien content d'avoir des associés, tu vois. Donc j'oscille entre être solopreneur et un trio, enfin maintenant un duo d'associés. Mais du coup, donc maintenant, un associé n'est plus que ton CTO et toi. Exactement. Mais c'est toi qui as fondé la boîte et ils sont arrivés en late. Exactement. Et donc capitalistiquement, parce que pour moi en fait, je me suis tellement fait avoir par les statuts LinkedIn et tout que j'en reviens à ce qu'il y a sur la table de capitalisation, tu vois, on est sur le 90-10 en termes de répartition, tu vois. Donc c'est ce qui fait que, in fine, c'est moi qui porte la responsabilité et la charge, mais c'est dur pendant 7 ans d'être toujours tout seul, tu vois. Donc je suis content. Mais tu vois, je te le dis là parce que Thibaut, c'est une discussion, je pense qu'il est à l'aise, tu vois, il voit le truc. Mais... Et à quel point il investit, lui ? Il est investi ? Oui, à quel point ? Bah, c'est une bonne question. Parfois, je me dis, mais attends, un jour, il va se réveiller en disant, mais les intérêts sont désalignés. Tu vois. Donc, parce qu'il arrive, tu l'as associé combien de temps après ? À 2019, tu vois. 2 ans. 2 ans après, mais on n'était pas encore lancé. À la fois, moi, 2019, ça faisait 2 ans que j'étais tout seul, tu vois. Ta chambre ? Tu te dis, c'est normal que c'est moi. Maintenant, en 2024, tu te dis... non, d'ailleurs, en 2025, quand ça sortira. Oui. Et tu te dis, c'est vrai qu'il est 2007-2019, il s'est rien passé, Thomas. Vous auriez pu faire maths, mais non, il est très impliqué. Mais c'est sûr que sur la partie externe, donc notamment en relation au board, les coups de pression, c'est moi qui porte la charge. Mais tu l'appelles à minuit parce que tu as un souci, il te répond ? Ouais. Enfin, il te répond et il s'y met ? Il s'y colle à faire 3 lignes de code ? Maintenant, il code plus, mais, lui, maintenant, sa posture, c'est d'être un peu sparring partner. Donc il va plus trop faire, mais il va essayer de m'aider à moi trouver la solution. C'est un peu l'équilibre qu'on a trouvé. Ok. Et ça évite de se marcher sur les pieds. Mais pour le grand public, je pense que mon petit placement, c'est Thomas Perret. Ouais, je pense. Ils auraient. Enfin, d'ailleurs, c'est toi qui as fondé. C'est la réalité. Et c'est pour ça que dans le storytelling, on est resté sur cette histoire, tu vois, qui est la vraie histoire. Et quand tu recrutes des gens, tu recrutes comment ? Alors, quand je recrute des gens, tu veux dire sur quels critères ou comment ? Comment ? Donc, est-ce que t'es bon ? Faut que je fasse attention à ce que j'ai. Moi, mais j'ai un truc qui est comme tout le monde, qui est que maintenant, on recrute pratiquement plus que sur le fit.
Sur l'intuition, le feeling. Ouais, ou le savoir-être et beaucoup moins le savoir-faire. Parce que nous, on est quand même une petite boîte. Vous êtes combien? On est 50. Quand même. Au même endroit, tous à Lyon. Tous à Lyon. Okay. Et en fait, ce qu'on fait, c'est assez simple. Tu vois, on veut que ce soit simple pour les clients. Donc nous, on ne peut pas avoir un truc trop compliqué. Et donc, on se dit qu'à partir du moment où il y a une implication, une volonté, un alignement avec la personne en face, on saura, modulo les devs, tu vois, mais on saura lui transmettre ce qu'il veut faire. Donc ça permet de faire beaucoup moins d'erreurs. Parce que... pardon, mais le fit de Thomas Perret, qui est important, c'est sans doute pas le même fit que... C'est une bonne question. Donc en gros, comment ça se passe? Nous, chaque département est en charge de ses recrutements. D'accord. Il n'y a pas de RH? Si, il y a une RH. Ouais, pour faire les contrats, quoi. Non, attends, Alexia, c'est la king. Mais en fait, elle ne peut pas gérer le recrutement de tout le monde. Tu vois. Donc, on responsabilise les départements. Il y a un premier fil qui est fait par les équipes. Ensuite, Alexia a fait le premier un peu entretien formel pour s'assurer que les équipes opérationnelles ne perdent pas de temps. Ensuite, il y a le manager. Et moi, j'arrive en dernier. Mais souvent... Quand on a sélectionné genre 1, 2... Ouais, 1 ou 2. Ce qui me met dans une situation difficile parce que quand je dis non, ça énerve les équipes. Enfin, tu sais que souvent, elle présente quelqu'un... dont elles sont contents. Ouais. Et pourquoi tu dis non? Donc, c'est que sur des questions de fit. Et moi, ce que j'essaie de beaucoup challenger, c'est un truc qu'on dit souvent, mais tu vois, si j'étais 6 heures au Colombie dans un bus avec la personne, est-ce que j'ai des trucs à lui dire ou pas? Ce qui rejoint ton point de tout à l'heure en disant, mais ok, mais même si toi, tu vas pas dans le bus avec lui... Moi, je vais me marrer, quoi. C'est même pas une histoire de marrer, c'est quoi? Est-ce que tu as envie de passer 6 heures en Colombie? Exactement, pas forcément marrer. Mais est-ce que la personne, elle est curieuse? Est-ce que ça match? Parce que 50, ça fait beaucoup. Encore une fois, c'est tout petit. Et si ça ne fit pas avec tout le monde, ça peut vite faire un état d'esprit qui est pas top. Mais donc, tu pourrais te poser la question, attends, si ça match très bien avec son manager direct, on s'en fout un peu de toi. Mais un conseil qu'on m'a donné, c'est quand même d'être bien garant que culturellement, ça fit quand même avec moi parce que j'infuse, j'essaie de diffuser l'ADN, les valeurs de la boîte. Et donc, c'est compliqué si ça ne matche pas parfaitement avec moi. Et du coup, le problème, il est où quand on t'amène quelqu'un où tu dis non? C'est le manager qui a mal... Non, mais il est qui challenge. Eux, ils sont plus dans l'opérationnel, donc ils vont s'assurer qu'ils vont parler des expériences passées en disant est-ce que tu as déjà fait ça? Donc ils vont voir le bénéfice à court terme de dire ok, lui, il a ses process, il a ce réseau et tout, donc ça va m'aider. Alors que moi, je vais essayer de voir si la personne, elle est... je sais pas, si elle n'est pas dans une phase de sa vie où en fait... elle va partir dans 6 mois. Elle va partir dans 6 mois. Si, moi, ce que j'essaie beaucoup de déceler, c'est est-ce que la personne, c'est un margoulin ou pas, tu vois. En fait, en entretien... C'est quoi un margoulin? C'est quelqu'un qui exagère un petit peu, qui est pas authentique. C'est vraiment un des trucs... En plus, à partir du moment où moi je commence en entretien en disant de toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est pas très compliqué, on a des trucs de formation assez bien faits, on saura te faire monter en compétences. Quand tu sais ça, tu as plutôt à dire, bah écoute, moi je me suis renseigné, mais je suis pas trop allé sur ça. Et dans l'entretien, être très authentique. Donc en fait, je pense que c'est ça que je challenge. Et dès que je sens que j'arrive pas à cerner la personne ou qu'elle n'est pas vraiment vraie, ça m'inquiète. D'accord. Et alors, récemment, là, tes équipes t'ont dit, Thomas, te mêle pas trop de nos affaires. Chacun, laisse-nous gérer notre département. Comment tu as ces infos? Parce que je sais tout, moi. Et donc, en fait, parce qu'il y a vous êtes une petite boîte, mais quand même 50, c'est pas minuscule non plus. Enfin, à quel point tu es impliqué dans tout? Ouais. C'est une bonne question. C'est une question extrêmement d'actualité chez nous. Tu vois. En gros, je pense que je te fais un peu le contexte et après je réponds à ta question. Le contexte, il est que nous, on a eu du mal à avoir une équipe, notamment une équipe de direction, parfaitement construite rapidement. C'est-à-dire qu'il manquait toujours soit un directeur marketing, soit un CPO, soit en fait le DAF, c'était un mec sorti d'école qui était chief of staff et qu'on voulait faire passer DAF. Tu vois. Donc en gros, j'ai souvent joué ce rôle de combler les trous. Donc j'ai été un peu CPO, j'ai été un peu CMO récemment, j'ai été DAF longtemps dans les levées de fonds. Tu vois. Donc ça crée un premier biais. Et le deuxième problème qu'on a, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est que chez Multiplacement, on fait un métier qui est de l'investissement, on essaie d'accompagner les utilisateurs, mais en fait, c'est un métier qui est ultra concurrentiel, ultra saturé, l'épargne, tout le monde veut y aller. Et donc, nous, un des éléments de différenciation, c'est l'ADN, c'est la marque, c'est le style, tu vois. Et moi, j'ai l'ambition, la prétention d'incarner encore un peu cette marque, tu vois.
Et donc ça, c'est deux problèmes. Excuse-moi, je te coupe. Pourquoi la prétention? Parce que c'est mieux d'avoir une marque incarnée que pas? Non, mais parce que je pense que si j'arrivais à ne pas l'incarner que moi, mais d'avoir des process, comme il doit avoir notamment chez Swile, tu vois, où le truc est bien structuré. Même si c'est très incarné par Loïc Soubeyran quand même. Ouais, mais t'as raison. D'ailleurs, je suis pas dans l'intérieur de Swile, mais moi, ma perception en tant que consommateur, c'est que je ne vois pas, même si j'imagine qu'il y a des gens à la com qui ont pu changer de boîte et tout, je vois pas dans les mails, dans les coms, un changement du tone of voice ou des choses comme ça. Et alors que nous, on n'a pas assez fait ce travail de bien structurer concrètement. Ça veut dire quoi? C'est quoi la touch multiplacement? Ça veut dire quoi être frais? Ça veut dire quoi être accessible? Tu vois? Que du coup, c'est un peu à l'interprétation. Et donc, souvent, j'essaie de responsabiliser les nouvelles équipes qui arrivent. Et effectivement, je reviens parfois au galop en disant, attends, non mais là, vous parlez de simplicité, d'accessibilité, de fraîcheur, mais en fait, juste parce que vous l'affirmez dans le mail, moi, je pense que le truc doit transpirer, que ça doit être comme ça. Donc ça, c'est une difficulté. Donc, tu vois, j'oscille un petit peu sur ça, où j'essaye de rester des équipes, mais parfois je reviens vite. Et sur la partie plutôt expertise de avoir comblé les trous, c'est plus que j'ai un vécu en tant qu'ancien directeur marketing, ancien CPO. Et donc, tu as toujours un peu ce truc de te dire, moi, j'aurais pas forcément fait comme ça. Voilà. Mais je grandis et j'apprends à me faire un peu mettre dehors, tu vois, et à être un peu plus tourné vers l'externe. Parce que tu as pris des gens solides, seniors, Ouais. ces postes-là, quoi. On commence, en tout cas, il n'y a plus besoin de faire de scotch. Maintenant, c'est s'assurer que... Et d'ailleurs, c'est une vraie difficulté qu'on n'évoque pas souvent assez, qui est que à partir du moment où je trouve la boîte se structure assez pour que le CEO ne soit plus indispensable dans l'opérationnel, moi, j'ai un vrai sujet de place, tu vois. Alors, tu as encore les relations avec le board, tout ce qui est capitalistique. Mais tu sers à quoi? Mais c'est moins tangible au quotidien. Tu vois. Et donc, tu fais quoi toute la journée? C'est une bonne question. Ça. Là, non, mais donc, moi, j'ai un vrai sujet relation board, préparation des budgets, tu vois, les trucs un peu s'assurer que la boîte perdure et fonctionne bien. Donc, j'ai un sujet comme ça. J'ai un sujet de... Tu vois, les 2 dernières personnes qui ont intégré notre COMEX l'ont intégré en septembre. Donc j'ai quand même la fin de la transmission avec la structuration d'instances pour s'assurer que maintenant on ait des reporting cadrés, donc que je puisse vraiment ne plus être dans l'opérationnel sans avoir ce risque qu'un jour je déboule et je dis j'ai peur, tu vois. Donc structuration un peu des instances et de mon équipe de direction. J'ai un truc un peu relations externes, ce qu'on fait sur les podcasts. Voilà, et j'essaye du coup maintenant moi de pousser une branche plutôt innovation, enfin nous ce qu'on appelle le build en interne, qui est de reprendre 6 mois, 1 an, 18 mois d'avance. Tu vois, essayer de penser, c'est quoi, si on voulait acquérir une boîte, on irait faire quoi, si on laissait un nouveau produit, voilà, qui est dur parce que c'est du temps long, et sur une boîte comme la nôtre, qui encore une fois n'a pas 500 personnes, il y a peu de gens qui travaillent sur le temps long. Donc moi qui ai peur de cette solitude, je suis dans une posture, en fait, je suis un peu dans cette solitude parce que les gens sont là pour les chiffres, ce qui est le plus important, tu vois, mais voilà ce que j'essaie de faire. Et est-ce que ton ego en prend un coup un peu de plus être au centre? Non, je pense que l'avantage d'être fondateur, c'est que tu perdras pas ça. Tu vois, t'as créé la boîte et tout, mais effectivement, par des petites vannes, par des petites réflexions et tout, tu vois que t'es moins indispensable dans certaines discussions, que je trouve les gens en sont satisfaits. Parce que du coup, ça veut dire, eux, c'est valorisant pour eux, parce que ça fait qu'ils montent. Thomas viendra moins faire chier parfois, il y a potentiellement moins de pression. Donc c'est plus ce sujet qui est de dire, qu'est-ce que veut dire le fait que les gens soient agréables, prennent bien cette nouvelle de moi qui prends plus de hauteur? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ça les faisait chier? Ou est-ce que c'est juste le fait que la pression se donne un petit peu, donc du coup, c'est ça qu'ils aiment, et c'est pas le fait que je m'en aille, tu vois, j'essaie de me rassurer comme ça. Mais... Donc non, pas de sujet d'ego grâce à mon statut. Tu vois, si j'avais été... président, j'avais été CEO de la boîte sans avoir été fondateur, j'aurais vraiment ce sujet de putain, en fait là je suis un CEO mais je vois pas mon impact au quotidien, ça fait chier. Là le fait d'avoir cette casquette de fondateur, c'est que l'idée vient de moi, c'est assez lié à mon histoire et puis comme je valide ou non les recrutements, tu vois, c'est que je m'entends bien avec les gens normalement. Jusqu'à quand tu vas les valider? Jusqu'au bout, tu penses? Tu vois, j'ai un actionnaire qui s'appelle Olivier Brouan, qui est le fondateur de Amaris Conseil de Manto, qui m'a dit un truc au moment où il est rentré au capital de Multiplacement, qui est que lui, jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, il faisait encore tous les derniers entretiens. Et il m'a dit, Thomas, c'est ton job ultime, même si tu recrutes 100 personnes une année, d'avoir vu tout le monde en entretien. Même les stagiaires. Même les stagiaires. Là, même les stagiaires. Et lui, je le fais encore. Lui, il fait encore les... Non, il fait plus. Non, je pense qu'il fait plus. Ils sont 7 000, mais... Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dises le stagiaire, c'est que
pendant l'été, tu vois, nous, il y a un stagiaire qui était validé en août pendant que j'étais en congé. Donc tu l'as pas vu? Donc je l'ai pas vu. Et donc j'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque à Alexia, à la RH, en disant putain Alex, on aurait pu faire juste même 30 minutes de visio et tout. C'est la première fois pour moi que je vais pas. Et au final, ça se passe super bien. Et donc elle me sort le truc en disant, tu vois, donc j'espère que ça n'a pas créé une brèche. Ouais, elle se dit. Il ne faut plus valider. Il ne faut plus valider en fait. On sait très bien faire. Et d'ailleurs ils savent très bien faire, mais ouais, je pense que c'est de ma responsabilité de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur sur ça. Et c'est dur, l'entrepreneuriat? Je sais pas si c'est dur. En fait, moi, là, on est le 19 décembre. J'ai 2 enfants, 3 ans et 1 an. Donc, j'ai l'impression que c'est plus physiquement dur. Tu vois, c'est un peu de fatigue. Mais l'avantage, c'est que physiquement, tu peux te refaire un peu une santé. Une santé. On parlait de tes 3 semaines de vacances, tu vois. Tu peux te faire une santé. Donc, non, je pense que c'est tellement plus valorisant, rewardant que difficile. Que tu es poussé par derrière, tu vois, t'avances. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que tu trouves ça difficile. Je sais pas comment je ressens ça, mais... Moi, j'ai un peu l'impression d'être dans une piste de bobsleigh. Tu sais, d'être dans un truc où, en fait, j'ai monté ça en sortant de mon alternance, donc sans jamais avoir trop réfléchi. Le développement va très vite, donc maintenant, je suis pris dans une marche avant, donc je n'ose pas ou je me pose pas ces questions et je n'ouvre pas la boîte de Pandore. Tu vois. Pour moi, je fonce avec. On a traversé pas mal de hauts et de bas. Et donc maintenant, j'ai un peu cette confiance en disant de toute façon, il va y avoir des trucs qui vont nous arriver, c'est sûr. Mais ça finit toujours par passer. Quoi. Il y a eu des drames? Ouais, il y a eu des moments vraiment. J'en ai 2 en tête. Tu vois, il y en a un où je te dis, on a mis 3 ans pour se lancer. Au bout de 2 ans, 2019, on s'était branché avec... nous, si je reviens un peu en arrière, on n'est pas une banque, on est juste un intermédiaire, donc on a besoin de banques derrière pour gérer l'argent de nos clients et pour qu'ils soient en sécurité, parce que sinon, tu auras un risque lié à multiplacement. Et donc, on s'était branché avec une banque au bout de 2 ans. J'avais levé des fonds sur ça et dit à mes actionnaires, ça y est, on va se lancer. J'avais motivé les équipes. J'avais surtout dit à mes proches, enfin, les gars, multiplacement is live, quoi. Enfin, it's gonna be live. Et ils m'ont planté pour une raison... complètement indépendante de nous, qui rachetait un autre groupe. Et donc, on a subi une décision un peu politique qui m'ont dit on arrête et ça nous arrange que comme le partenariat n'était pas encore lancé, branché mais pas encore lancé, c'est plus facile à arrêter maintenant qu'après. Donc ça, c'est vraiment dur parce que en fait, il va falloir affronter tes actionnaires, tes équipes, tes proches, en disant en fait, on a juste l'expérience des 2 années-là, mais sinon, on n'a rien de concret, quoi. Et, donc ça, c'est vraiment dur. Voilà. Après, plan de licenciement. C'est jamais très marrant. Ouais. Si. Non. C'est jamais très marrant. Je fais attention à mes mots. Mais à côté de ça, donc c'est très dur sur le moment, tu vois. Tu t'es séparé de combien de personnes? Séparé de 15 personnes. Passé d'environ 60 à 45, tu vois. Donc moi, ça a été dur émotionnellement. Mais un truc où ça me dépassait un petit peu, tu vois. J'avais la voix qui tremblait, c'était légitime. Je sentais que j'avais préparé sur une feuille, parce que d'habitude, quand je fais mes animations devant toute l'équipe, j'ai sur mon téléphone, mais là, j'ai voulu le mettre sur une feuille et que le truc, tu vois, je voyais plus très bien tout. Donc j'ai vraiment senti que c'était dur de ce point de vue-là. Mais en fait, quand t'as pas le choix, ça aurait été très courageux si on était une boîte rentable et qu'on on voulait juste, et qu'en fait, c'était beaucoup plus dur à expliquer de prendre une décision comme ça. Là, en fait, mon discours, c'était on se coupe un bras pour continuer à vivre. On a 20 000 clients, pour eux, on se doit de survivre. Si on fait ça, on sait qu'on a une bonne piste de survie. En l'occurrence, on a réussi à lever 10 millions après grâce à ces décisions. Donc tu as l'impression d'être dans l'action. Et ça, en fait, ça fait passer la douleur, je trouve. Et à quel point tu travailles? À quel point je travaille? Depuis le 1er septembre, là, je travaille plus le mercredi matin. D'accord. Ce qui est, tu vois, tu reprends à 14h, quoi. Je reprends à 14h. Bon, à midi et demi, la nounou arrive, mais je me force à faire des activités avec mon grand garçon, il vient d'entrer à l'école, donc on va à l'aquarium, on va à l'expo Lego. Donc déjà, dans le fait que j'essaie de gérer les risques, là, bien sûr, je suis très content de passer du temps avec lui, mais c'était aussi limiter le risque. À 40 ans, je me retourne et je me dis, Thomas, tu avais écouté 500 podcasts où les gars disent on se retourne trop tard. Moi, au moins, je me dirais, bon, j'aurais essayé de faire ça pour... et le week-end? Et le week-end, de moins en moins pendant la sieste. Tu vois, en fait, j'ai ce truc, mec, je pense. C'est quoi la sieste le week-end?
Non, parce que les 2 enfants font la sieste de 13h à 15h, tu vois. Et donc là, tu bosses. Donc là, je bosse le samedi, dimanche. Ah oui, quand même, toujours. Ouais, toujours un petit peu, mais je pense que je pourrais ne pas. Enfin, je pourrais ne plus. Mais j'ai un petit truc qui est un peu un piège, tu vois. Je passe des meilleurs moments avec ma femme, avec mes potes, si je sais que j'ai pas de gros trucs en attente. Tu vois, donc ça m'apporte. Enfin, c'est pas contraint, mais c'est parce que c'est ma manière de vivre par ailleurs des moments sans ce petit truc dans la tête. Mais je pourrais arriver 1 heure plus tôt le lundi matin et gérer ce truc, tu vois aussi. Donc, et je me dis de toute façon la sieste. Le grand a 3 ans, tu vois, c'est bientôt fini. Et donc, je pourrais plus faire ça. Et moi, je travaille pas trop tard le soir. Donc, si j'ai pas la sieste, je vais pas travailler après le dîner ou travailler le soir. Et c'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie? Wow, ça, c'est une question... Ton why à toi, quoi? Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est que moi, j'aime bien faire, agir, avoir l'impression d'être dans l'action, tu vois. On pourrait se dire, ouais, ok, mais faire pour faire, tu pourrais t'agiter et du coup réfléchir à qu'est-ce que ça apporte. Je pense que ce qu'on fait avec mon petit placement, qui n'était pas, tu vois, je ne vais pas mentir dans le sens que je ne faisais pas de l'associatif avant, socialement, je n'étais pas là pour aider les personnes en difficulté, mais je trouve que ça donne vraiment du sens sympa de dire il y a une population qui est un peu mise de côté, qui est délaissée, on va essayer à notre niveau de les accompagner. Et donc, je trouve que, en tout cas, dans mes prochaines aventures entrepreneuriales, s'il y en a des prochaines, j'aimerais bien lier action et... en fait, je dis ce que tout le monde dit, tu vois, je vais dire sens, mais aller chercher des populations, des entités, des entreprises qui sont un peu mises sur le côté, parce que je trouve que même si tu te plantes, tu es valorisé. Tu vois, là, un petit placement, il y a toujours les haters qui disent « Ouais, vous n'êtes pas encore rentable, vous êtes une boîte qui fait que les fonds. » Oui. Certes, il y a le sujet financier, mais moi, je sais que sur les plus de 25 000 clients qu'on a, il y en a plus de 60% qui sont vraiment purs néophytes et qui sont des profs, des militaires. Et au moins, on aura chez eux, on leur aura permis de mettre un petit peu un pied à l'étrier et tout. Et donc, je trouve que c'est plus facile d'avoir du reward sur des populations un peu délaissées. Et donc, je dirais que ma mission, ça serait un peu d'aller vers ça. Voilà. Ok. Et est-ce que tu passes par mon petit placement pour placer ton argent? Oui. Alors, figure-toi que dès qu'on lance un nouveau produit ou un nouveau fonds, je suis souvent un peu le compte test. Donc, j'ai 7 ou 8 comptes mon petit placement différents pour l'offre pour les mineurs, pour les plans épargne retraite. Donc, ouais. Mais est-ce que tu as investi beaucoup? Tu veux dire dans la société ou dans... Non. En tant que client? En tant que client? En tant que client... C'est vrai que les conseils que je m'applique, c'est pas bon. Moi, j'ai 0 € sur un livret A. Attends, parce que c'est quoi les bons conseils avant de te dire combien t'as? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Le bon conseil, c'est une pyramide. C'est qu'en gros, en bas, il faut un peu d'épargne de précaution. Donc, genre combien de mois de salaire? Genre, alors souvent on dit 2-3 mois, mais moi je sais pas si j'aime trop ça, parce que 2-3 mois, si tu gagnes 10 000 € par mois, c'est pas pareil que 2-3 mois si c'était au SMIC, tu vois. Non, mais en moyenne. Mais en tout cas, moi je pense que si tu arrives à avoir 3, 4, 5 000 €, pas beaucoup plus, vraiment sur un livret, là, ouais. Ça permet de te dire, ok, si j'ai un problème, je me casse une dent, je veux faire un peu rapidement, j'ai ça, je trouve que c'est rassurant. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est ce qui théoriquement, c'est bien d'avoir. La majorité des Français ont beaucoup plus en épargne de précaution. Ouais, je crois que la moyenne sur le livret A, c'est 13 ou 15 000. Alors, c'est une moyenne, hein, donc il faudrait voir plutôt la médiane. Mais... Et ce matelas-là, il est mis sur livret A. Ouais, c'est forcément livret A. Livret A, c'est bien. C'est aussi simple qu'un compte courant, tu vois. Ça rémunère un peu. C'est dans une poche un peu de côté. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de fiscalité. Enfin, ouais, pour moi, on s'en met pas à livret A. Et ensuite, ce qu'on te dit, c'est que tout ce qui est au-dessus de ça, tu peux commencer à prendre un peu plus de risques, à dynamiser ton épargne. Donc, c'est là où tu passes de épargnant à investisseur. Et donc, après, dans la partie investissement, tu as différents types de produits. Tu as l'immobilier qui est un produit pas trop risqué. Alors après, ça dépend si tu fais du levier, mais tu vois, qui va viser 4-5%. Tu as les actions, grosso modo, les fonds d'investissement qui sont au même niveau de risque que les actions, parce que souvent, dans les fonds d'investissement, c'est les actions, mais qui vont viser 6-7%. Et après, tu as les produits un peu au-dessus, un peu plus exotiques, les cryptos. Alors, c'est dur de donner un rendement cible annualisé, mais en tout cas, elles ont fait 50% depuis l'élection de Trump en quelques mois. T'en as des cryptos, toi? Non, alors moi, j'ai pas de crypto. T'as pas jamais investi là-dedans?
Si, j'en avais au tout début de mon petit placement parce que j'étais très en veille. Et en fait, après, je me suis dit un peu à quoi bon, quoi. Enfin, j'ai pas assez d'argent pour mettre 20 000 ou 30 000 en crypto. Mais on peut mettre 1000 balles en crypto. On peut mettre 1000 balles. Mais du coup, je vais faire quoi? Au mieux, tu vas passer à 3000. Bah non, mais ça va pas faire fois 200%, là, je sais pas quoi. Ça a cartonné, là, c'était la catastrophe, ça a tout repris. Ouais, ça a tout repris, mais ça fait plus 50% en 3 mois, ce qui est magnifique. Oui, c'est pas... Mais tu vois, t'as mis 1000. Et pour l'exemplarité, je préférais être tout concentré sur mon petit placement avec, pour d'abord tester nos produits, tester la méthodologie qu'on propose. Tu vois, donc je me suis dit, j'ai pas assez d'argent pour tester plein de solutions et pour trop diversifier. Attends, ça veut dire que si je mets 1000 € sur mon petit placement, ça me rapporte plus que 1000 € en crypto? Non, mais c'est difficile parce que l'historique des cryptos, il n'est pas très long. Tu vois, nous, sur mon petit placement, donc nos deux produits, c'est 8% et 12% par an. Ça vise, hein. C'est pas garanti, bien sûr. Attends, pourquoi tout le monde ne vise pas 12? Parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Tout le monde n'est pas en capacité de... émotionnel ou en termes d'objectifs d'investissement. C'est-à-dire que si toi, tu as 50 000 € parce que tu avais une vente IMO, mais tu sais que dans 2 ans, tu vas racheter une maison, tu peux pas aller sur Intrépide parce que tu prends le risque en allant sur Intrépide que dans 2 ans, tu sois à moins 25. Tu vois. Donc c'est lié à émotionnellement, et donc l'émotion, tu peux la gérer, notamment si tu as un petit peu d'expérience dans l'investissement, mais c'est aussi lié à tes projets. Mais c'est sûr que si tu as 5, 6, 7, 8, 10 ans devant toi, tout le monde devrait aller sur Intrépide. Mais nous, malheureusement, on demande un questionnaire pour réglementairement justifier qu'on t'a proposé ce produit qui est en lien avec ta connaissance, ta situation financière, tes objectifs. Et donc, en fonction des réponses que tu vas nous donner, on ne peut pas, même si on va essayer de te pousser à prendre plus de risques parce qu'on sait que c'est comme ça que tu te feras plus d'argent, on ne peut pas te forcer à prendre Intrépide. D'accord. Voilà. Mais à ceux qui écoutent et qui font des questionnaires, pas chez nous, mais partout à la banque et tout, si vous placez de l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme pour vivre, dont ça ne vous empêchera pas de dormir s'il y a des montagnes russes, mettez un questionnaire full risque. C'est comme ça que vraiment vous allez gagner de l'argent. Donc aller sur des trucs risqués, quoi. Ouais, aller sur des trucs risqués. Pour moi, c'est soit tu as une épargne de précaution, soit le reste, tu vas placer ton argent pour faire 4-5%. En fait, là où les gens se retrouvent dans une mauvaise situation, c'est qu'ils y vont sans y aller. Et du coup, ils sont sur les produits un peu intermédiaires ou un mix de produits risqués par risqués qui te fait un truc qui s'appelle les produits patrimoniaux, tu vois, qui visent 4-5%. Mais donc 4-5% par rapport à ton livret à 3% aujourd'hui, d'ailleurs 3% net de fiscalité, donc il vaut presque un 4% brut de fiscalité. Donc tu fais ton 4-5% qui n'est pas beaucoup mieux que ton livret A, alors que tu as le côté négatif d'avoir des émotions. Alors effectivement, tu parles peut-être pas moins de 5, mais tu vois peut-être moins 4, moins 5 qui te fait aussi mal. Tu vois. Donc pour moi, soit tu vas tout chousse, soit tu vas sur des produits sans risque parce que c'est un héritage, parce que c'est une vente IMO. Mais l'entre-deux, je trouve qu'il te fait perdre en performance. Et donc toi, Thomas Perret, tu as de l'argent sur Intrépide? Moi, je suis full Intrépide. Tout est sur Intrépide. Mes enfants, mes versements mensuels, tout est sur Intrépide. Je sais que j'ai du temps et je sais que c'est que comme ça que j'arriverai à faire de bonnes performances. Tu as aussi un livret A? Non, tu as dit que tu avais 0. Non, ouais. Donc tu as sur un compte courant? Moi, en fait, donc j'ai tout sur Intrépide, mais je sais que c'est pas parce que c'est sur Intrépide, c'est recommandé d'investir à 5, 6, 8 ans, mais si je veux retirer mon argent demain, je peux retirer mon argent demain. Oui, mais c'est pas bénéfique puisque c'est en oscillation. Je prends le risque que ça fasse moins. D'accord. Bon, pourquoi tu n'es pas sur le livret A? Pourquoi je me passe sur le livret A? T'as pas besoin de t'acheter quelque chose, ta machine à laver pète? Non, tu vois, là on a eu un problème... dégâts des eaux avec ma femme, j'ai retiré d'Intrépide. Ah, t'as retiré d'Intrépide? Ouais, j'ai retiré. Et tu payes des impôts? Non. Enfin, tu payes d'impôts sur les plus-values, ouais. Oui, d'accord. Si t'as les plus-values, mais il n'y a pas de frais, en tout cas, pour retirer. Non, moi, en fait, j'ai confiance dans le fait que les marchés me feront la performance. Et donc, effectivement, je pourrais me dire, statistiquement, je vais avoir 1 ou 2 coups durs dans l'année, donc il faut que j'ai ça sur un livret A. J'espère toujours, je suis optimiste, tu vois, qu'il n'y aura pas de coup dur. Et donc, je sais que d'un côté, j'ai visé 12, de l'autre, 3. Autant mettre sur le 12, quoi. Et en l'occurrence, cette année, on fera beaucoup plus. Et si un jour, ça fait moins 30 et pile au moment où j'ai besoin de cet argent, en fait, c'est la vie. Moi, je suis à l'aise avec ça. Et à quel point c'est personnalisé, enfin, à quel point on est accompagné quand on passe par mon petit placement? Alors, c'est assez personnalisé dans le sens où nous, on recommande à l'utilisateur de faire un point avec un conseiller. Tu vois, c'est le meilleur moyen d'être personnalisé. Mais il n'y a que 40% des prospects
qui choisissent ce mode d'accompagnement, donc une visio avec un conseiller. Mais donc si tu fais ça, c'est vraiment ultra personnalisé. Et d'ailleurs, souvent, on essaie de refaire le questionnaire avec toi pour s'assurer que ça réponde vraiment bien à ta situation. Tu vois. Et après, pour les 60% qui veulent y aller en self-care, qui veulent aller tout seul, là, donc si toi tu le fais et que ta sœur le fait, elle n'aura pas du tout la même recommandation. Donc chaque utilisateur a sa propre allocation, sauf quelques cas extrêmes, tu vois, si vous remplissez exactement la même question. Mais souvent, soit parce que toi tu vas dire, moi je veux une thématique un petit peu dans l'environnement, dans la santé, dans la tech, parce que effectivement tu as peut-être le même niveau d'expérience que ta sœur, mais tu as un plus de patrimoine, donc nous on peut te mettre sur un petit peu plus de risque, parce que ce que tu investis chez nous représente une part un peu plus faible. Tu vois. Donc chaque utilisateur a sa propre allocation, et ensuite dans le temps, donc nous on a un algorithme qui tourne tous les jours et qui s'assure que pour chacun des clients individuellement, le portefeuille, enfin les fonds qu'ils ont aujourd'hui en portefeuille soient en cohérence avec leurs rails. On appelle ça les rails, tu vois. En fait, quand tu rentres chez nous, ton horizon, ton expérience te donne des rails et on s'assure que tu sois toujours dans les rails. Peut-être tu peux sortir des rails parce que tu as un des fonds qui baisse beaucoup et du coup qui déséquipe ton portefeuille. Peut-être tu peux sortir des rails parce qu'en fait, tu avais un horizon de 3 ans, c'était il y a 2 ans, donc maintenant il ne te reste plus qu'1 an. En fait, tes rails changent et du coup, il faut adapter. Tu vois. Donc, on essaye on s'assure que toi, ta situation colle toujours entre ta situation et ton projet d'investissement. Et j'ai une app et je vois l'évolution. Et tu as une app et tu vois l'évolution, même si nous, on recommande une connexion une fois par mois. D'ailleurs, on a fait un event il n'y a pas très longtemps, on a fait des awards pour ceux qui se sont connectés moins de 12 fois dans l'année, donc en moyenne une fois par mois. Et malheureusement, il y avait, je sais pas, 150 personnes à l'event, il n'y avait que 8 personnes. Qui s'étaient connectées que moins de 12 fois. Moins de 12 fois à l'année. Ah oui, évidemment que tu as envie de voir à quel point ça prend. Si tu investis sur 5, 6, 7, 8 ans, je t'en fous. Bah non, mais il est trop content si d'un coup ça a pris 50% en 3 mois. Mais quand ça va prendre moins 3, moins 4, moins 5... T'es en panique. T'es en panique. Et du coup, tu vas appeler le service après-vente. Tu vas dire, en fait, je veux plus être sur Intrépide parce que c'est trop risqué pour moi. Je vais aller sur les moins risqués. Et donc, du coup, tu vas après, tu vas faire la gueule parce que ça ne monte pas assez. Exactement. T'as tout compris. Ok, bah oui, parce que je râle, je fais ça moi. Mais moi, j'ai une banque. Voilà. J'ai un conseiller auprès d'une banque et je râle auprès de lui quand ça baisse. Quoi. Nous, à tel point qu'on imagine des mécanismes. Alors, on ne veut pas être punitif parce que je pense que ça ne marche pas en marketing. Mais on veut dire, les gars qui ne se connectent pas, les gars qui ne font pas de mouvement, qui continuent à garder leur versement régulier, les frais diminuent dans le temps. On imagine en ce moment des trucs un peu comme ça pour que tu aies des incentives à avoir le bon comportement. Attends. Ah ouais ? Bah ouais. Nous, on sait que si tu as le bon comportement, tu vas gagner. On en est sûr. Et donc, on a envie de te pousser. Parce que nous, on en a parlé, mais on n'a pas parlé, mais notre mode de rémunération, il est sur les gains que tu fais. Donc, on a intérêt à ce que tu ne fasses pas n'importe quoi. Sinon, tu pètes mon chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas tant pour me préserver d'émotions particulières que... Ce qu'on appelle des intérêts alignés, tu vois. T'es content, je suis content, la vie est belle, voilà. Oui, et donc, est-ce que tu peux nous dire, Fastcam, quel est le bon comportement d'un investisseur ? Fastcam. Donc, le bon comportement, il est relativement simple en théorie, mais en pratique, il est dur à appliquer. C'est gérer ses émotions. Et donc, gérer ses émotions, c'est à partir du moment où on se définit un projet, un horizon d'investissement, un cap, quel que soit ce qui se passe dans sa vie perso ou sur les marchés, ne pas changer de ce cap. Et donc pour ça, on dit souvent le meilleur moyen de gérer ses émotions, c'est de ne pas se connecter trop souvent à son app et c'est de verser régulièrement. Il y a plein de débats sur ça. Parfois, on rentre à des bons niveaux, parfois à des mauvais niveaux. On s'en fout. On rentre de manière régulière sur les marchés et c'est un bon moyen que ce n'est pas ses émotions qui décident. Donc, gérer ses émotions. Deuxième élément du comportement, j'ai déjà évoqué, mais d'ailleurs j'ai déjà évoqué un peu tous les points, c'est l'horizon d'investissement. En fait, ce qui est la clé d'une stratégie d'investissement réussie, c'est pas le niveau d'expertise, c'est à quel point j'arrive à tenir mon horizon sur le long terme. C'est le deuxième conseil. Et le troisième, que je répète, mais qui est très important, c'est verser régulièrement. Parce qu'en fait, il ne faut pas aller chercher à faire un coup pour doubler dans ces crypto-monnaies comme Penelope voudrait le faire. Ce qu'il faut, c'est accumuler de l'épargne dans le temps. Et pour ça, soit on a un moment 10 000, 50 000 euros qui rentrent d'un coup, mais ce qui arrive très rarement, soit on joue le jeu régulièrement en mettant 50 euros par mois. Et c'est comme ça qu'on aura à ses 60 ans pour sa retraite 100, 200, 300 000 euros. Donc, gérer ses émotions, investir sur le long terme, rentrer régulièrement. Si tu as ce bon comportement, je peux t'assurer
que tu seras pas loin de faire tes 6, 7, 8% par an de rendement. Merci Thomas. J'ai un truc, moi, je trouve que l'investissement, et donc quand tu dis prévoir sa retraite, on est quand même dans un comportement... Non mais en le disant, je me suis dit c'est vraiment pas sexy là. Bah non. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a un grand débat, nous dans notre microcosme de l'investissement, un truc qui s'appelle le goal-based investment. C'est-à-dire tu t'investis basé sur des objectifs précis. Et donc les gars te font des poches. Et donc tu es au début et tu dis je fais une poche, ma retraite, ma piscine, mon tour du monde. Et en fait, moi personnellement, je pense que ça marche pas. Je pense qu'effectivement... Tu crois que ça marche pas ? C'est trop peu tangible, c'est long. Ce que veulent les gens, c'est quoi ? C'est s'assurer, c'est avoir un capital et dire ok, j'ai joué le jeu, j'ai fait le bon comportement prôné par Thomas. Pour atteindre mes rêves ? Ouais, pour atteindre mes rêves, mais en fait, tes rêves peuvent changer. Ce qui est important, c'est est-ce que tu as réussi à mettre 50, 70, 80 000 euros de côté, tu vois ? Et après, tu veux faire une année sabbatique, tu peux le faire avec ces 80 000 euros, tu veux faire un apport en IMO, tu peux. Oui, mais si la carotte... Si moi, tu me disais, Pénélope, toi, c'est quoi ton rêve ? Et je disais, c'est de m'acheter un loft avec un ascenseur qui monte dans mon salon. Ouais. Et que sur ton site, il y avait ça, parce que j'écris et d'un coup, tu me le formalises avec un ascenseur qui monte dans le salon et tout. Bah, pour ça, Pénélope, il faut que tu investisses tant et que tu mènes je vais le faire beaucoup plus rapidement et je vais avoir le bon comportement que si tu me dis, c'est pour ta retraite, quoi. Ah oui, ça, je suis d'accord. Mais donc, nous, ce qu'on a vu, parce qu'on avait essayé de faire un peu des objectifs que tu pouvais personnaliser, tu vois. Ouais. En fait, ce que veulent les gens, c'est du simple et du concret. Ils veulent savoir si ça va rapporter 3, ça va 8, 12, quoi. Peu importe, pour faire quoi ? Le pour faire quoi est important, mais toi qui travailles dans le marketing, tu sais qu'il a fallu prioriser, dire c'est quoi le truc le prioritaire. Et on s'est rendu compte que prioritaire, c'était le résultat. Et en fait, en mettant prioritaire le pourquoi faire, l'objectif, même si tu le personnalisais, tu perdais une trop grande partie parce que du coup, c'est pas très clair, c'est opaque, les gens ne savent pas combien ils vont gagner et tout. Et pourquoi est-ce que on doit mettre de côté pour sa retraite, puisque de toute façon, a priori, on va avoir une retraite ? C'est une bonne question, mais tu pourras avoir une meilleure retraite. Moi, tu m'emmèneras pas dans un débat politique. Non, mais c'est pas du tout politique. C'est est-ce que a-t-on vraiment en fait pourquoi en fait on va mourir demain ? Ouais, alors ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Et moi, ma plus grande hantise, c'est que le truc contre lequel on se bat, c'est d'assurer que les gens ne meurent pas avec leur assurance vie avec 70 000 euros dessus et dire j'ai épargné toute ma vie, je mets 70 000 euros et tout. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut un bon investisseur, c'est celui qui sait faire fructifier et qui sait le dépenser. Parce qu'en fait, à quoi bon quoi ? À quoi bon mourir avec ses sous sur son compte ? Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais avoir mis de côté pour te dire si ma retraite c'est 2 000 euros et j'ai 400 ou 500 euros mensuels de plus, tu vois, c'est quand même non négligeable. Après, il faut avoir le courage, au moment où tu en as besoin, de commencer à taper dedans. Parce qu'effectivement, tu peux toujours avoir la peur de dire... Oui. Donc nous, on n'aide pas encore cette partie-là, tu vois, on ne force pas à ce que tu rachètes, mais je suis d'accord avec toi, la mission de multiplacement, si vraiment tu dézoomes, faire gagner de l'argent pour faire gagner de l'argent, à quoi bon ? Alors que nous, tu vois, parfois, quand on philosophe dans un séminaire, on dit nous, ce qu'on veut, c'est participer au bonheur des gens, améliorer leur vie. Et en fait, pour ça, on devrait, si on était très cohérent, tu as raison, il faudrait qu'on les force à récupérer à partir d'un certain moment pour que tu se dépenses, quoi. Vie. Ouais, c'est vraiment un bon débat. Faut que je remette ce sujet sur le tapis. Mais d'ailleurs, est-ce que participer au bonheur des gens, est-ce que vraiment c'est avec de l'argent qu'on y participe ? Je suis biaisé, mais je pense que ça y participe, ouais. Ouais, moi je te rentrais pas dans le bullshit. Non, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part, avant d'avoir de l'argent, de les aider à avoir des rêves et à avoir des projets ? Ça, c'est un bon truc. Mais bon, est-ce que c'est mon job tu pourrais. Tu pourrais avoir une pré, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que sur une partie de la population, ça marcherait. C'est un bon moyen de les faire passer à l'action. Oui. Plus que la pédagogie. En fait, ils disent ok, moi j'ai pas envie de comprendre. Enfin, j'ai pas envie d'être éduqué financièrement. Oui, c'est ça. Mais par contre, mes projets, ça m'intéresse. Oui. Donc, tu as raison. D'ailleurs, je fais une dédicace à Alexia, ma RH qu'on évoquait, qui est là depuis 3 ans et demi, n'est toujours pas cliente. Pourquoi ? Justement parce qu'elle dit... je sais pas pourquoi. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire un petit voyage au Mexique, tout comme ça, mais parle-moi projet de vie, parle-moi concret. Ce qui est compliqué, c'est que tu peux avoir 36 000 messages sur ton site, tu vois. Donc pour l'instant, on a fait celui-là, mais je sens cette musique qui revient régulièrement. Eh ben, tu pourrais très bien monter Mon petit rêve. Ouais, mon grand rêve, du coup.
Non, c'est un petit rêve. Il n'y a pas de hiérarchie dans le rêve, tu vois. Non, mon petit rêve, mon petit projet, et avec un système de aider les gens à dessiner leur projet, leur rêve. Et ensuite, du coup, il vous faut 42 000 euros pour ça. Pour ça, investissez 10 euros par jour. Mais je pense qu'il y a un truc. Parce qu'effectivement, encore une fois, je le répète, mais déclencher un projet ou un rêve à quelqu'un, après, il a envie de dire, OK, maintenant, comment je vais atteindre ce rêve ? Aidez-moi financièrement. C'est ça. Et ça évite de faire que l'éducation sur les intérêts composés ou ça comme ça. Parce qu'il y a combien de personnes qui pensent vraiment à sa retraite ? Vous avez fait des micro-trottoirs, par exemple ? Ouais. Nous, on a fait une étude, parce que là, on vient de lancer un plan épargne retraite, justement. Tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est un plan épargne retraite ? Un plan épargne retraite, c'est un nom très compliqué pour dire ce que ça fait pas. Bon, j'espère que le régulateur n'écoutera pas ce podcast, mais en gros, la priorité d'un plan épargne retraite, c'est pas t'aider à préparer ta retraite, ça te permet de défiscaliser à court terme. Donc, grosso modo, l'idée de ce produit, c'est l'État a dit, on veut aider, incentiver les Français à préparer leur retraite. Et donc, s'ils mettent 1 000 euros dans un plan épargne retraite, l'argent va être bloqué jusqu'à leur retraite. Donc, c'est un moyen de les forcer à préparer leur retraite. Et en contrepartie de ça, ces 1 000 euros, tu les enlèves de ton salaire. Et donc, tu paieras, si tu es à 30% d'impôt, tu paieras 30% de moins sur ces 1 000 euros. Donc, tu as gagné 300 euros. D'accord. Donc, en gros, mais le nom, il est complètement... Mais je mets que 1 000 sur mon plan épargne retraite ? Tu peux mettre ce que tu veux. Ce qui est important, si tu as bien regardé Fastcam, c'est de mettre régulièrement. Que ce soit sur un livret, sur un contrat d'assurance vie, sur un plan épargne retraite, on s'en fout du support. Et à chaque 1 000 que je mets, je gagne, j'en m'enlève mes impôts. En fait, à la fin de l'année, et c'est automatique, nous, on va envoyer directement aux impôts en disant Pénélope, elle a mis 4 223 euros, que ce soit avec des versements réguliers, que ce soit un one-shot. Et donc ça sera enlevé de ton revenu imposable. Et donc, tu gagneras ça en moins sur la Ce qui est important, pour être très précis, c'est que c'est réintégré dans super longtemps, dans 30 ans. Quand tu vas retirer, quand tu vas débloquer ton plan épargne retraite, 24 ans, oui. c'est réintégré dans ton revenu. Tu vois, tu repayes un petit peu. Donc ça, on l'entend pas souvent. Mais, il y a 2 mais. Souvent, ton salaire à ta retraite, ta retraite, c'est moins faible que ton salaire aujourd'hui. Donc, tu vois, tu gagnes un petit peu. C'est vraiment un truc de financier de dire moins faible. C'est dingue, c'est drôle, hein. Ouais. Moins faible. T'as compris le truc, quoi. Oui, c'est drôle, les 2 négations, ouais. Et l'autre élément, c'est que, quand même, cet argent, et si tu dois rembourser une partie à la fin, c'est de l'argent que tu n'aurais pas dû avoir et qui a travaillé pour toi pendant ces 24 ans. Tu vois. D'accord. Voilà, je te l'ai vendu, mais je ne sens pas que tu vas aller l'ouvrir en sortant du podcast. Quoi. Mais parce que moi, je pense que c'est un produit qui est assez spécifique. Tu vois, c'est ceux qui payent beaucoup d'impôts, qui sont à la tranche à 45%, par exemple. C'est sûr que si tu mets 10 000 euros sur un PER, tu vas gagner aujourd'hui 4 500 euros. Donc c'est super intéressant. Mais bon, qui est à la tranche à 45% tu vois, Et tu vas gagner 4 500 euros. Ouais, parce que tu paieras ça de moins en impôts. Et tu vas les récupérer. Tu récupères. Et donc aujourd'hui, en gros, tu vas payer 4 500 euros de moins en impôts sur ta fiche d'impôt l'année prochaine. Donc tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux soit les placer, admettons que tu les places. Soit les mettre sur mon livret A. Soit partir au Mexique. Voilà. En revanche, quand tu vas partir à la retraite, c'est 10 000 euros que tu avais mis. Oui. Ça va être considéré comme du salaire à ta retraite. Donc, si ta retraite, j'ai n'importe quoi, c'est 30 000 euros annuels, tu vas payer les impôts comme si tu avais 40 000 euros de revenus. Ah bah d'accord. Tu vois, donc tu repayes je repaye mes impôts qu'on m'a enlevés. Ouais, mais sauf que souvent, ce qui se passe, c'est quand tu étais à 45% aujourd'hui, demain, tu vas être sur une tranche d'imposition à 30%. Parce qu'en fait, ton revenu baisse à la retraite. Donc, tu repayeras. Si tu payes 10 000, tu passes de 30 000 à 40 000. Non, t'as dit moins faible. Ah ouais, plus faible en fait. Oui, bah d'accord, ok. D'où la double négation qui n'a pas de sens. Je comprenais pas. D'accord, ok. Non. Ah bon, pourquoi ? Plus on vieillit, moins on est bien payé. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu passes de ton dernier salaire à ta première pension de retraite, en moyenne, ça dépend si tu es dans le public, dans le privé et tout, mais tu vas toucher à peu près 50%, pour donner un ordre de grandeur. Oui, ta retraite, mais ton salaire sera le... Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand tu récupères dans ton PER, c'est au moment où tu es à la retraite. Okay. Donc ton nouveau salaire, c'est la retraite. Okay. Donc aujourd'hui, admettons que tu étais à 100 000 euros de revenus. Oui. Si on prend l'exemple, tu vas être à 50 000 euros. D'accord. Et donc, même si tu réintègres les 10 000, tu vas passer à 60 000 euros. Okay. Et donc, tu vas payer sur ces... tu vas réintégrer 30% alors que tu as gagné, alors que tu étais à 45%. D'accord. Donc, tu as un peu gagné. Et en plus, ces 10 000 euros que tu as économisés aujourd'hui,
Si tu les places, ils vont peut-être devenir 30 000. Et si je les place, je les mets sur mon PER. Oui, mais le gain que tu fais. Ah, les 4 500. Les 4 500. Oui. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de chiffres. Les 4 500, tu les places, ils deviennent 15 000 n'importe quoi dans 30 ans. Tu dois en rembourser que 4 500. Ah, donc toi, tu dis que les 10 000 que je mets sur le PER, plus les 4 500 d'économie sur mes impôts que je fais, je les touche pas. Non, mais admettons que tu voulais mettre 2 000. Ouais. Et ben tu mets... 3 fois 2, 6. Non, 600. 3 fois 2, 6, ouais, exactement. Et ben... Ces 600 là. Ouais, tu les remets. Tu fais travailler. D'accord, c'est comme au casino. Quand tu mets ton jeton, j'adore. Quand tu mets ton jeton sur un numéro, que ça gagne, tu gagnes 35 fois la mise. Là, le croupier te donne 35 fois 2 €. Imaginons, c'est 2 €. Ton jeton, il ne l'a pas touché parce qu'il est gagnant. Il est toujours sur ton numéro 0 parce que tu as misé le 0. Et ben la bonne pratique, c'est de remiser dessus pour pas le récupérer. Ton chiffre, ton jeton. Il y a très peu de chances que ça retombe sur le 0. Mais dans le cas où, de toute façon, tu as gagné 35 fois et tu l'avais dépensé, donc ça sert à rien de le récupérer un jeton. Ouais. Donc ils disent de le remettre une couche dessus. Là, c'est un peu ça, c'est que tu fais de l'économie d'impôt. C'est un peu ça. Et on dit que ton économie, mais tu peux en faire ce que tu veux. Hein. Juste que nous, on te conseille de le remettre. Tu fais travailler. Mais par contre, on te dit, le remets pas dans un PER pour pas que ce soit bloqué. Remets-le à côté, sur un contrat d'assurance vie, tu peux le retirer quand tu veux. Les Attends, et si les 4 500, je les remets sur un PER, je reprends. Non, ça marche pas. 30% en moins de 4 500. L'année prochaine, ouais. Oui, non, mais pas direct, quoi. Bah non. C'est pas la poupée russe, quoi. Oui, d'accord. Ok. C'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait investir? Lance-toi. En fait... c'est pas vraiment un conseil. Si, vas-y. Ne procrastine, mais vas-y, où, quoi, comment, je sais pas comment faire. Non, mais attends, je te dis, si je crois quelqu'un dans la rue, je pose une question, je lui dis, est-ce que tu es épargnant investisseur? Il va nous dire souvent, je suis épargnant. Je lui dis, ok, je pense que le premier truc que tu as à faire, c'est d'essayer de démarrer à investir. Il va dire, mais comment? Il y a une jungle de solutions, et tout. Et donc là, je lui dirais, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux apprendre en marchant? C'est-à-dire, tu veux faire toi-même pour te faire un petit peu ta courbe d'expérience. Pour t'amuser, oui, pas pour essayer de gagner, mais est-ce que tu veux, tu vois, découvrir en faisant? Il y en a qui aiment bien faire ça. Il y en a qui aiment faire ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont curieux, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je lui dirais, on va sur Boursorama, par exemple, et tu mets 1 000 € et tu vas t'acheter tes actions Hermès, tes actions Meta et tout. Et donc, tu vas te faire une courbe d'apprentissage comme ça, et après, je pense qu'il tirera le fil tout seul de dire, ok, je vais peut-être pas faire tout seul et tout. Donc, ça, c'est l'option 1. Je dis Boursorama pour citer un concurrent. Et l'option 2, c'est celui qui dit, ok, j'ai compris que ça pouvait avoir un intérêt pour moi, mais j'ai pas le temps, j'y connais rien, je vais me faire avoir et tout. Et donc là, je lui dis, passe par un conseiller. Et donc là, à l'intérieur de passe par un conseiller, t'as plein de possibilités. 1, ta banque. Je recommande pas. Parce qu'en fait, il a trop de trucs à vendre, il n'est pas expert, les intérêts sont pas alignés. 2, tu as ce qu'on appelle les conseillers en gestion de patrimoine. C'est pas mal, mais souvent, ils disent si tu as moins de 100 000 €, ça ne nous intéresse pas, blablabla. Mais la qualité du conseil des conseillers de patrimoine est bonne. Soit tu as les conseillers en ligne, tu vois, qui te permettent d'avoir... un conseiller sur demande et d'avoir la simplicité de pouvoir le faire en ligne. Alors tu l'entends dans ce que je dis, il y a un petit biais parce que c'est ce qu'on est, mais il y a plein d'autres plateformes. Mais grosso modo, vas-y, c'est mon conseil numéro 1. Dis-moi si tu es curieux, tu veux le faire apprendre en marchant ou si tu veux déléguer. Si tu veux déléguer, passe par un conseiller. Si tu peux, passe par un conseiller de patrimoine. Sinon, passe par Multiplacement ou plein d'autres concurrents, confrères. Est-ce qu'il vaut mieux acheter une Rolex, acheter de l'or, investir dans une SCPI, acheter un local? Moi, je pense que ça dépend, si on reprend notre pyramide de tout à l'heure, et je me tourne devant la caméra, où t'en es dans ta pyramide. Tu vois, si tu as déjà bien fait les niveaux épargne de précaution et le niveau un peu investissement plus traditionnel, parce que le plus traditionnel, c'est quand tu investis en bourse notamment, on parle déjà. Moi, j'irais bien dans la diversification des trucs exotiques. Bon, après, tout le monde ne peut pas s'acheter une petite Rolex, un peu d'or et tout. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, à titre perso, c'est ce que je fais parce que je trouve que tu es vraiment sur des niches. C'est géométrie. Donc là, pour le coup, diversifier sur des trucs très exotiques, je pense que c'est
pense que c'est malin. Plus que acheter une Rolex ou avoir ses billets sous son matelas, son vrai matelas de lit. Non, mais ça, t'es pas en haut de la pyramide, t'es au -1, quoi. Tu vois, c'est même pas de l'épargne. C'est de l'épargne. Bah, c'est pas de l'épargne. Ouais. Si, mais de l'épargne, t'as envie. Pour moi, épargne égale livret A. Tu vois, t'as au moins cette petite rémunération de dire. Là, quand t'es sous ton matelas, tu te payes l'inflation. Enfin, tu perds du pouvoir d'achat, quoi. Tu vois. Si t'avais fait ça au moment du passage du franc à l'euro, oui. Et que t'avais toujours sur ton matelas, je peux dire que tu t'achèterais pas grand-chose aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui n'épargnent pas? Il y a des gens qui ne peuvent pas épargner. Oui. C'est marrant, j'ai vu une stat tout à l'heure qui est qu'aujourd'hui, là, sur fin 2024, les Français sont à leur plus haut taux d'épargne. En moyenne, ils épargnent 18% de leurs revenus. C'est pas énorme. C'est énorme, 18%. Énorme. Moi, je fais pas ça. Est-ce qu'ils ont peur? Ouais, c'est ce qui est un peu embêtant parce que du coup... Attends, toi, tu fais pas ça? Je sais pas. Remarque, c'est énorme, mais c'est la règle du 50-30-20, là. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est marrant, ça veut dire que dans les stats, après, dans les 50-30-20, tu dis que le 20, c'est investi. Là, oui. 18%, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur les comptes courants ou sur des livrets, tu vois. Ils épargnent dans le sens... Non, c'est pas l'investissement, le 20, c'est de l'épargne. Oui, mais moi, je te recommanderais pas de mettre 20 en ce que j'appelle épargne, c'est-à-dire sur le livret, tu vois. Je te dis, mets 19 sur de l'investissement et mets 1 si tu veux en épargne. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un bon signal faible que les gens sont anxieux, on le sait avec le contexte politique, géopolitique. Et c'est un peu embêtant d'un point de vue de l'économie, parce qu'on sait que, on le voit notamment aux États-Unis, ce qui drive l'économie, c'est la consommation. Et donc, plus tu épargnes, moins tu consommes. Donc, c'est pas bon pour les marchés, parce que une économie moins bonne, c'est des marchés qui sont en crise, et donc c'est des épargnants. Donc c'est un peu ça comme ça. Donc, tu pourrais te dire, pour nous, mon petit placement, c'est une bonne nouvelle, ça fait un plus gros marché à aller chercher et tout. Mais en fait, c'est une économie qui va pas très bien. Et comme nous, on se rémunère sur la performance de nos produits qui sont très liés à l'économie, c'est pas tu vois. Donc voilà comment je pense cette stat. C'est quoi la prochaine aventure après mon petit placement? Je suis pas encore. Hein. C'est vrai. Mais là, ça fait 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans. D'ailleurs, tu dis que ça fait 7 ans, alors que pendant 3 ans, tu as travaillé sur le produit. Ouais. Et d'ailleurs, mais je suis appreneur à tes conseils après. Mais en fait, souvent, je disais 7 ans, un peu comme quand tu gonfles un peu tes équipes au début, tu vois, en disant ça. Mais c'est pas mieux de dire que gros que petit. Je préfère pas dire ça fait 2 ans et on fait déjà tant. Ouais. Non, mais tu dis 7 ans, t'as un peu de bouteille, t'as vécu des trucs. Et effectivement, parfois, il y a des interlocuteurs où ça marche. Tu dis, ah ouais, ok, c'est bon, en fait, t'es entrepreneur. Et il y en a d'autres où tu te dis, ah, mais en fait, 7 ans, 5000 clients, alors que nous, c'est 4 ans, tu vois. Et donc, tu te dis, mais en fait, là, je me desserre en disant ça. Oui. Donc, je devrais adapter un peu mon truc. Moi, je suis très, tu sais, sur les statuts, il y a marqué 2017, tu vois. Mais je devrais... Alors que personne ne va y regarder tes statuts. Oui. Et puis, en fait, c'est parce que moi, ces 3 années, elles ont été terribles. Oui. Et donc, j'ai envie que les gens sentent cette douleur que j'ai eu pendant ces 3 années. Donc, j'ai dit, non, il y a vraiment eu 3 ans, 3 plus 4, tu vois. Mais parce que t'étais tout seul dans ta chambre? Non, j'étais pas tout seul dans ma chambre, j'étais tout seul dans le sous-sol de mes parents. Oui, c'est quasi pareil. Ouais. Non, mais j'étais dans un incubateur, mais j'étais seul dans le sens... Incubateur des parents? Incubateur, non, l'incubateur de la caisse d'épargne, mais ouais, j'avais pas de... Mais en fait, quand tu sais pas, tu t'en rends pas compte. Ce qui est beau dans la vie, c'est quand tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et en fait, et là, c'est mon petit instant philosophique qu'on m'a dit il y a pas très longtemps, c'est que ça, admettons que c'est dans ton point, c'est tout ce que tu sais. Mmh. Tout ce qui est à la frontière, là, c'est ce que tu sais que tu ne sais pas. Mmh. Tu vois. Et donc, moi, au début, quand je me lance dans l'entrepreneuriat, mon savoir, de manière générale, il est tout petit. Donc, il y a plein de trucs, en fait, je ne vois pas. Et même le fait d'être tout seul, je ne le suis pas. Là, maintenant, après 7 ans, après avoir vécu quelques galères, on va dire que peut-être mon savoir, il est passé d'un point à ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que plus tu sais, plus ta circonférence augmente, donc plus tu sais que tu ne sais pas. Et donc maintenant, effectivement, je me dis, mais comment psychologiquement j'ai dû me passer 3 ans tout seul? Mais à l'époque, j'étais pas sachant. Voilà, c'est ma petite minute. Mais c'est la folie de l'entrepreneuriat, c'est que si jamais on savait... Bien sûr, on n'irait pas. Ouais. Et encore là, je me vois dans 3 ans, mais avec Pénélope, il faisait mal, mais il savait pas. Ouais, c'est ça. Il savait pas à quoi il va s'attendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Combien de plus de clients? Non, mais combien de plus de clients? On s'en fiche du nombre de clients? Si, j'aime bien, parce qu'en fait, nous, plus que dans l'industrie, on parle beaucoup en combien tu gères. Parce que c'est comme ça que le chiffre d'affaires est dépendant. Moi, mon impact, je préfère avoir 100 000 clients
et gérer, enfin, tu vois, 100 000 clients qui mettent 1 euro, n'importe quoi, plutôt qu'un client qui met 100 000 euros, parce que dans ma mission, j'aurais impacté plus de personnes. Non, nous, le gros challenge, mais c'est pour ça que j'aime bien ton idée sur mon petit projet, tu vois, c'est comment on est à l'âge où on a un produit market fit parce qu'on voit que le truc tourne, il y a de la croissance et tout. Mais je sens qu'il y a un peu besoin aussi d'un... Tu vois, j'ai ce feeling d'avoir un angle mort sur c'est quoi le vrai, la bouffée d'oxygène qui fait passer de 25 à 250, quoi. Et c'est trouver ça, craquer ça. Et être un fondateur moins présent. Parce que ça voudrait dire que... C'est ce que les équipes... parce qu'en fait, elles jubilent, là, les équipes. Ah, exactement. Les marketeurs, c'est ça. Ça, les marketeurs, moi, je sais pas. Merci Thomas, j'ai une question. Tu préfères que cet épisode ne sorte pas alors que tu as été bon, ou qu'il sorte alors que tu as dit un peu de la merde? Je préfère qu'il sorte pas et que j'ai été bon. Sans hésiter. Pourquoi? J'ai eu le cas il y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah. Où j'ai pas été bon, le truc est sorti. Et tu t'en veux? Et en fait, si on a dit plusieurs fois dans ce podcast à quoi bon. Tu vois. Moi, je suis là pour construire une boîte, mais je suis aussi là pour vivre mon quotidien. Et si je suis bon, c'est qu'on passe un bon moment. Et donc, je préfère passer un bon moment et dans ma journée, tu vois, avoir passé un truc sympa, plutôt que sortir quelque chose où j'ai pas été bon. Et je sais que ça va un peu miner après, tu vois. J'ai me tirer le mistigris derrière. Donc voilà. D'accord. Bon, mais t'as été bon et on le sort. Ah. Sans prétention, je voulais pas du coup influer ça. Merci Thomas. Merci beaucoup Pélope, super sympa. Super rapide, hein. Rapide? Ah ouais, putain. Ah ouais, truc de ouf. Rapide? Ah ouais, j'ai vraiment... Pas vu passer. Pas vu passer.